Moi, c'est Mohamed Diop. Je suis ingénieur de conception en informatique issu de l'École supérieure polytechnique. Je suis également doctorant au sein de l'UMUSCO. Donc, l'UMUSCO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'unité de modélisation mathématique et informatique des systèmes complexes. Donc, il est basé au niveau de l'Institut de recherche pour le développement, communément appelé IRD. Donc, voilà pour ce qui me concerne. Donc, je suis chargé de faire avec vous le module de Framework PHP, donc, un module que vous êtes censé normalement faire durant votre semestre 4. Et donc, nous allons, dans cette première séquence qui fait office également de cours introductif, présenter le cours de manière générale. Donc, on va essayer ensemble d'aborder les concepts de base. Donc, déjà, quand on parle de cours de framework PHP, naturellement, il va falloir que vous sachiez ce que c'est qu'un framework. Et bon, le terme PHP qui va s'y ajouter, bon, vous le savez déjà, vous savez tous normalement ce que c'est que PHP, d'accord? Donc, on va profiter également de cette séquence pour parler des cas d'utilisation, on va dire, des frameworks, d'accord? Donc, on va essayer de dire dans quel cas est-ce qu'il faut utiliser un framework ou pas. Parce que comme on le verra, les frameworks sont quand même des outils assez intéressants et qui ne sont pas quand même adaptés, comment dirais-je, dans tous les cas. Il va falloir quand même dire dans quel contexte est-ce qu'on les utilise. D'accord? Ce sera aussi l'occasion d'aborder les avantages et inconvénients qui sont liés à leur utilisation. Vous allez voir que parfois, en utilisant des frameworks, il y a des avantages et parfois il y a des inconvénients aussi, mais voilà. Donc l'idée c'est juste de faire la balance entre ces avantages qu'elle nous offre et puis les inconvénients qui sont pas peut-être adaptés à telle ou telle situation. Et puis voilà, on va voir ça. D'accord? L'autre chose aussi, c'est que comme dans ce cours, on parle de framework PHP, ce serait intéressant de connaître les principaux frameworks PHP. D'accord? Et donc là aussi, ça fait partie des objectifs qui sont visés à ce niveau. Et donc enfin, comme il y en a plusieurs, là, je parle des frameworks, donc surtout des frameworks PHP, l'idée c'est de pouvoir en un instant donné en choisir un pour pouvoir travailler. Et donc, quand on dit choix, naturellement, il y a besoin de spécifier les critères de choix. Et donc, ce serait intéressant aussi qu'à l'issue de cette séquence, que vous sachiez exactement sur quelle base vous pourriez vous appuyer pour choisir tel ou tel autre framework en fonction de vos projets. Donc, c'est ce qui est résumé ici. À l'issue de cette séquence, l'étudiant devrait comprendre la notion de framework. Et donc, quand on dit comprendre ici, vraiment, ce qui est visé, c'est que vous ayez c'est que vous intériorisez ce terme en fait, c'est-à-dire que vous ayez une compréhension vraiment de ce terme, non pas juste par curiosité, c'est pas le plus important. L'idée c'est que vous sachiez exactement ce que c'est qu'un framework, que vous sachiez le définir en utilisant vos propres termes, d'accord? Et puis voilà, l'idée c'est aussi de connaître dans quel cas l'utiliser, et connaître les avantages et inconvénients, connaître les principaux frameworks et puis les critères de choix. Je pense que ça on vient de le dire comme tout à l'heure, d'accord? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce cours n'est pas fait pour les débutants. C'est-à-dire que ce n'est pas un cours pour débutants en programmation web. D'accord? Donc, c'est une continuation de ce que vous avez déjà fait en programmation web jusque-là. Et donc, pour suivre correctement ce cours, l'étudiant devrait déjà connaître les technologies web de base. D'accord? Donc, quand on va parler de HTML, de CSS, ou JavaScript, naturellement, ce sont des choses que vous êtes censé savoir à ce niveau. D'accord? Donc, ça fait partie des prérequis de ce cours. D'accord? L'autre chose qu'il faudra connaître avant d'entamer l'apprentissage de ce cours, c'est PHP en soi. Parce qu'on parle de framework PHP. D'accord? Donc, naturellement, bon, on va dire que c'est un peu un cours avancé de PHP. D'accord? Donc, avant de faire un cours avancé, naturellement, le cours de base, il va falloir le maîtriser. Donc, il faut une bonne connaissance de PHP pour correctement suivre ce cours. L'autre prérequis dont j'aimerais parler, c'est la programmation orientée objet en soi. C'est que pour suivre correctement ce cours aussi, l'étudiant devrait avoir une maîtrise des notions de base de la programmation orientée objet. Parce que comme on le verra, le framework qu'on utilisera, eh bien, est orienté objet. C'est-à-dire qu'il utilise des concepts de base. Par exemple, ici, quand on va parler de classes, d'objets, de méthodes, d'héritage, on
supposera que ce sont des choses qui sont déjà connues, parce qu'après tout, ce cours n'est pas destiné à la programmation objet en soi, ce n'est pas l'objet du cours. Du coup, ces concepts dont on vient de parler là, d'accord? Donc, si vraiment ce ne sont pas des choses qui nous sont déjà familières, eh bien, il va falloir aller vous documenter avant d'entamer ce cours-là, parce que ce sont des prérequis, d'accord? Maintenant, commençons par la définition d'un framework. D'accord? Donc, on parle de modules qui concernent les frameworks PHP. Ce serait intéressant déjà que vous sachiez ce que c'est qu'un framework. D'accord? Si on devait effectuer une traduction littérale de ce terme, on va simplement dire que il y a frame qui veut dire cadre et puis work qui veut dire travail. Donc, ça voudrait dire simplement qu'un framework, c'est un cadre de travail. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'un cadre de travail? D'accord? Un cadre de travail, déjà pour sortir même dans le domaine de l'informatique, eh bien, ce n'est rien d'autre qu'un environnement qui permet de faire correctement un travail. Prenons l'exemple des étudiants de l'UVS par exemple. D'accord? Un étudiant peut rester chez lui, suivre un cours ou bien faire ce qu'il veut. C'est-à-dire les cours à distance, il peut le suivre chez lui. Par contre, en fonction des maisons, le cadre peut ne pas être adéquat. D'accord? Un exemple de cadre de travail que vous avez en tant qu'étudiant de l'UV, c'est les espaces numériques ouverts ou ENO. D'accord? Donc, par exemple, quand vous allez euh, dans une ENO, donc là-bas, vous avez par exemple des ordinateurs, vous avez la connexion, il y a un cadre qui vous permet de travailler correctement. Donc, il y a un environnement qui vous permet de venir faire ce pourquoi vous êtes là-bas, donc qui est d'apprendre. D'accord? Donc c'est un ensemble de choses qui sont mises en place pour vous faciliter un peu ou bien pour vous faciliter l'atteinte de vos objectifs, et sachant que votre objectif c'est d'apprendre. Donc on met l'environnement afin que vous puissiez vous focaliser sur votre objectif principal qui est d'apprendre. Donc c'est également la même logique quand on est en génie logiciel. Donc, quand on veut mettre sur place une application web, donc naturellement, vous avez déjà eu à faire des sites web, par exemple des sites statiques avec du HTML, CSS et éventuellement du JavaScript. Vous avez peut-être eu à faire des sites dynamiques en utilisant un peu PHP, d'accord? Mais voilà, donc si vous avez eu à travailler sur des projets intéressants, vous vous rendez compte qu'à un instant donné, il y a un certain nombre de choses qu'on fait et qu'on répète assez souvent, d'accord? Parfois on les fait bien, parfois on les fait, on va dire, à un niveau moins bon, d'accord? Et donc, il y a de ces choses donc, qui ont été développées ou bien des outils qui ont été mis sur place dans le seul but de faciliter le travail du développeur. Donc, le framework n'est rien d'autre qu'un ensemble de composants logiciels qui sont destinés à réduire la quantité de travail du développeur, mais dans l'objectif quand même euh, de l'aider à bien faire son travail. C'est-à-dire que certes, ça va réduire la quantité de travail qu'il va faire, mais l'objectif, c'est toujours d'obtenir un produit de qualité. D'accord? Et on peut aussi le définir comme un ensemble cohérent de composants logiciels qui sert à créer les fondations ainsi que les grandes lignes ou de tout ou une partie d'un logiciel. D'accord? En d'autres termes, le framework peut, en fonction du niveau, hein, jeter les fondations de votre logiciel, c'est-à-dire les grandes lignes de votre logiciel. Et après, vous venez vous compléter simplement. D'accord? Maintenant, une chose, bon, derrière ces termes ou bien ces définitions, le plus important, c'est de comprendre ce concept. C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez eu à développer des logiciels. Concevez ou bien comprenez les frameworks comme étant juste des outils qui vous permettent donc, qui correspondent un peu à un cadre de travail qui est bien défini et qui vous permet de développer des logiciels en fait. C'est un ensemble de composants logiciels, en fait, des composants comment dire, tout fait que vous allez utiliser et puis vous incorporer dans votre projet. Et voilà, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses qui sont déjà effectuées. Vous continuez simplement en focalisant sur l'essentiel, c'est-à-dire en développant le code métier de votre application. Mais tout ce qui est, voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui sont déjà prises en compte par un framework. D'accord? Un autre exemple, tout à l'heure, j'ai donné l'exemple des espaces numériques ouverts à l'UVS, mais pour prendre un autre exemple, par exemple, pour quelqu'un qui construit des voitures, par exemple, d'accord?
un framework ou bien son cadre de travail pourrait être l'usine, par exemple. D'accord? C'est vrai que pour construire une voiture, on pourrait être dans un endroit où on fait tout de A à Z, c'est-à-dire que, oui, quand on va avoir besoin c'est pas moi, de peindre, on va aller chercher nous-mêmes de la peinture, aller chercher les brosses et tout, d'accord? À chaque fois qu'on a besoin de faire quelque chose, c'est-à-dire tout faire nous-mêmes. Par contre, il y a possibilité aussi d'avoir une usine et s'arranger pour que dans l'usine, qui est par exemple un certain nombre de composants, par exemple, il y a tous les outils nécessaires pour faire de la peinture, il y a un certain nombre de choses qui sont à notre disposition, de sorte que la fabrication d'une voiture va être beaucoup plus facile. C'est vrai que le cadre donc, qui est l'usine ici ne va pas remplacer le travail de celui qui va concevoir ou bien qui va mettre sur place ce véhicule-là, mais ça va lui faciliter son travail. Il va permettre à ce concepteur-là de se focaliser sur l'essentiel et après il va utiliser juste des outils à sa disposition pour faire correctement le travail qui lui est demandé. D'accord? Donc c'est vraiment ça un framework. Donc voyez-le juste comme un cadre de travail sur lequel vous allez vous appuyer pour effectuer votre travail de développeur, d'accord, et de manière, on va dire, plus optimale. Maintenant, l'autre chose à savoir, c'est qu'un framework, il est toujours associé à un langage de programmation. Et donc, comme vous le savez, des langages de programmation, il y en a plusieurs. PHP par exemple, Java, JavaScript, Python, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Et donc, naturellement, si on dit que les frameworks sont associés au langage de programmation, vous pouvez naturellement deviner qu'il y en a plusieurs aussi. D'accord? Maintenant, une catégorisation qu'on pourrait faire des frameworks, eh bien, on pourrait se baser sur le fait qu'ils soient ouverts ou pas. Bon, ce terme ouvert ou libre, quand on parle de logiciel libre ou logiciel ouvert, eh bien, voilà. Donc, on peut se baser sur ce critère-là un peu pour les classifier. Et donc, sur la base de ça, on peut distinguer trois types de frameworks. Il y a ce qu'on appelle les frameworks open source, d'accord, comme les logiciels open source que vous avez déjà entendu parler. D'accord, ils sont développés et maintenus par une communauté plus ou moins ouverte selon les plateformes. D'accord. Et cette notion, on le verra plus tard, donc le fait qu'ils soient libres ou open source, d'accord, le fait qu'il soit libre ou pas, eh bien, c'est quand même intéressant parfois pour le choix d'un framework. Mais ça, on y reviendra après. Il y a aussi ce qu'on appelle des frameworks propriétaires. Bon, pour ce qui est de open source, par exemple, quand on parle du système d'exploitation, peut-être que vous avez déjà rencontré ce terme. Il y a ce qu'on appelle l'Unix, par exemple. L'Unix qui est un système d'exploitation open source. Et quand on dit open source, open comme ouvert, source comme code source. Ça veut dire que le code source est disponible. On peut regarder le code source pour voir comment est-ce que cet outil ou bien le framework a été conçu. D'accord? Et ce qu'on appelle à côté des frameworks propriétaires, d'accord, sont des frameworks payants développés par des éditeurs de logiciels indépendants. D'accord? Et assez souvent, dans le genre de cas, on n'a pas accès au code source. Donc, c'est celui naturellement, comme il le vend, assez souvent, voilà, il ne donne pas le code source parce que sinon, ce serait plus pertinent de le vendre. Maintenant, c'est vrai que tout ce qui est propriétaire n'est pas forcément payant. D'accord? Mais bon, voilà. Donc, ça aussi, il y a besoin de le préciser. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les frameworks faits maison, donc entre guillemets, hein. Donc, ils sont développés en interne généralement par les entreprises sur la base de leurs expériences. Par exemple, une entreprise pourrait se baser sur un framework open source, donc il regarde le code source, il l'adapte à ses besoins et après le résultat obtenu ou bien le framework obtenu, il va l'utiliser en interne en fonction de ses besoins. D'accord? Et les raisons pour ça peuvent être diverses. Parfois, le framework peut ne pas être suffisamment flexible, il l'adapte, et parfois aussi, ça peut être pour des raisons sécuritaires. D'accord? Donc, propriétaire aussi, peut-être pour les systèmes d'exploitation, vous avez déjà entendu parler de Windows, naturellement, donc qui est un système d'exploitation propriétaire appartenant naturellement à Microsoft. Et le code source n'est pas disponible. Donc là, on donne quelques exemples de frameworks, hein. Donc, il y en a plusieurs, comme on le disait tantôt. Donc, ici, vous avez Symfony. Donc, c'est un framework PHP qui est très célèbre. D'accord? Il y a ce qu'on appelle Ruby on Rails. Donc, c'est un framework aussi, mais qui s'utilise avec le langage de programmation Ruby. D'accord? Il y a ce qu'on appelle Django. Django, c'est un framework aussi pour du développement web également. Donc Symfony, Ruby on Rails, Django, tout ça c'est pour du développement web. Mais là-bas pour Django, ça utilise le langage de programmation Python.
Il y a Spring qui est basé sur Java, d'accord? Il y a AngularJS, vous allez écrire le code en JavaScript. Il y a React.js aussi qui est du JS. Et il y a Laravel. Donc Laravel derrière c'est du code PHP. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, donc les frameworks sont associés au langage. Parce qu'après tout, c'est ça l'objectif. Les développeurs sont là, ils programment dans un langage bien déterminé. Après, on leur met en place des outils qui permettent de faciliter leur travail. C'est-à-dire que quelque part, quand ils programmaient en PHP et qu'ils faisaient un travail qui était lourd, une partie du travail, cette fois-ci, va être prise en compte prise en charge plutôt par le framework et puis le reste va être fait par le développeur. Du coup, le développeur va se focaliser sur l'essentiel et puis les choses qui ne sont pas forcément liées aux objectifs, on va dire aux fonctionnalités métier, on va pouvoir laisser ça au framework. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un framework, c'est très bien. D'accord? Donc, quelque chose qui est conçu pour faciliter la vie du développeur, mais il n'est pas dit qu'il faudra l'utiliser on va dire, dans tout et n'importe quoi. D'accord? C'est un outil, certes, mais il va falloir savoir exactement dans quel cas est-ce que c'est pertinent de l'utiliser. C'est comme par exemple quand on va dire que les tracteurs sont faits pour faciliter la vie ou bien la vie de l'agriculteur, d'accord? Ou bien pour optimiser son travail. Pour quelqu'un qui fait de la culture maraîchère, naturellement, bon, en tout cas pour quelques kilomètres carrés, peut-être qu'il n'y a pas forcément besoin d'utiliser un tracteur. Donc l'idée aussi, c'est de dire que certes, l'outil, il est à ma disposition, mais d'être assez conscient du fait que un outil eh bien, n'est pas forcément adapté à tous les cas d'utilisation. D'accord? Et donc l'idée, pour faire vraiment simple, c'est-à-dire si on est vraiment dans les principes de base, on va utiliser un framework que si son utilisation plutôt, va améliorer le processus de développement du logiciel. D'accord? Et son utilisation permet de profiter pleinement des avantages qu'il offre. Ça aussi, c'est très important de le dire parce que si on se rend compte qu'un framework propose N fonctionnalités, et sur ces N, on n'en utilise qu'une seule, et bien peut-être que le framework n'est pas ce qu'il nous faut. D'accord? Quand on utilise un framework, c'est pour profiter des avantages qu'elle offre. Si on se rend compte qu'on n'est vraiment pas dans ces situations, autant ne pas l'utiliser. Et donc, ces cas, par exemple, on peut en parler. Il suffit, quand on se rend compte que l'utiliser va alourdir inutilement l'application, autant ça, s'en débarrasser. Par exemple, pour une petite application, pas compliquée du tout, une application de rien du tout, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser les services d'un framework. C'est comme utiliser, c'est pas moi, une bombe nucléaire pour aller tuer une mouche ou des trucs comme ça. Tu causeras beaucoup plus de dégâts que tu n'en résous. D'accord? Et quand on sera là, on le verra après aussi, on va se rendre compte que voilà, en fonction des frameworks, voilà, un framework peut ne pas forcément être adapté à un projet. D'accord? Et donc, si vous vous rendez compte qu'un tel framework n'est pas en adéquation avec les besoins du projet, autant s'en passer. L'autre chose à souligner quand même, c'est que si vous voulez avoir un contrôle total sur le code source de l'application, eh bien, le framework n'est pas forcément peut-être le mieux adapté. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les frameworks, assez souvent, sont développés en externe, c'est-à-dire que c'est d'autres personnes qui le développent. Ça peut être ouvert ou non, c'est-à-dire le code source peut être accessible ou pas. Et donc, après tout, si c'est quelqu'un qui l'a fait, ça veut dire que vous n'avez pas un accès total sur le code. Plus forte raison, quand c'est un framework propriétaire, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur, le code, comment ça fonctionne, vous n'avez aucune idée de comment ça se passe. Et parfois, en fonction des entreprises, par exemple, pour ceux qui travaillent dans le domaine de la finance ou des trucs comme ça, qui développent des applications très sensibles, ils ont forcément besoin d'avoir un contrôle, en tout cas sur ce qui se fait. Et naturellement, dans certains cas, ils peuvent avoir ce besoin-là. Je ne suis pas en train de vous dire que ceux qui sont dans la finance n'utilisent pas des frameworks, mais en fonction des projets, naturellement, ce besoin peut être là. D'accord? Et donc, à moins que ça ne soit un framework fait maison, c'est-à-dire l'utiliser et l'adapter, ou c'est pas un framework qui est en interne. Parfois, si vous voulez avoir un contrôle total sur le code applicatif, peut-être ce n'est pas un framework qu'il vous faut. D'accord? À moins que vous le développez vous-même. Donc, un framework fait maison. D'accord? Maintenant, parlant des avantages, naturellement, on ne saurait être
exhaustif, c'est-à-dire qu'on ne va parler que d'un certain nombre de choses. Et naturellement, il y a le gain de temps et le gain en efficacité. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous utilisez un framework, il y a une bonne partie du travail que vous faisiez jadis qui va être géré par le framework, ou bien qui va être pris en charge par le framework. Et naturellement, comme vous ne le prenez plus en charge, eh bien, vous allez gagner du temps. D'accord? Et dans le cas où vous le preniez en charge aussi, il peut arriver que vous fassiez des erreurs. D'accord? Et maintenant, comme c'est généré ou bien c'est géré automatiquement par des programmes, naturellement, il y a moins de risques que vous fassiez des erreurs et donc vous gagnez en efficacité. Parce que aussi, même quand le framework va le faire, il va se baser sur ce qui se fait de mieux. Donc, par exemple, s'il y avait un algorithme bien déterminé pour faire, peut-être que c'est l'algorithme le plus efficace qui va être utilisé par le framework. Donc, quelque part, l'utilisation de ces frameworks-là vous offre des avantages quand même non négligeables en termes de temps, d'accord, et d'efficacité. L'autre chose à souligner, c'est qu'il y a une meilleure structuration du code. L'autre chose peut-être qu'on n'a pas encore dit, c'est que quand vous utilisez un framework, vous n'êtes pas libre de faire tout et n'importe quoi. Assez souvent, les frameworks ont une certaine organisation. C'est comme quand vous rentrez dans l'ENO, d'accord? Vous ne pouvez pas apprendre n'importe comment. Par exemple, vous ne pouvez pas venir vous asseoir sur les ordinateurs et puis, comment dirais-je, ou bien vous restez là-bas à danser. Ou, voilà, il y a une certaine il y a un ensemble de règles à respecter, il y a une certaine, on va dire, démarche à avoir. Sachez qu'aussi c'est pareil pour les frameworks, d'accord? Il y a une certaine organisation du code qui vous est imposée, et donc ça vous oblige à être, d'accord? On va dire plus strict dans ce que vous faites. Et pour ce qui est du code aussi, le code est bien structuré et on vous oblige à respecter, d'accord, cette structuration, d'accord? Et toujours, comme je vous le disais tout à l'heure, donc vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Il y a un encadrement qui est là et qui est guidé par le framework. Et donc là, c'est un gain aussi. Bon, naturellement, c'est un gain parfois qui peut être aussi une limite parce que là, on vous restreint. Dans certains cas, ça peut être un blocage. D'accord? L'autre chose à noter quand même, c'est qu'il y a une maintenance simplifiée. Quand on parle de maintenance pour un logiciel, c'est pas forcément pour réparer des bugs, hein, bien que ça en fait partie. Parce qu'un logiciel, naturellement, quand il est mis en production, c'est-à-dire quand on l'utilise, a souvent on rencontre des bugs ou des trucs comme ça. Donc la maintenance, déjà, c'est réparer ces bugs-là, d'accord, les corriger. D'accord? Mais la maintenance peut aussi concerner les mises à jour, c'est-à-dire un logiciel, parfois ça a besoin d'évoluer. Il y a besoin d'ajouter des fonctionnalités, d'en supprimer ou des trucs comme ça. D'accord? Et le fait d'utiliser des frameworks vous facilite, mais alors grandement, c'est maintenance. Déjà qu'il y a une partie qui est automatiquement prise en compte par le framework en soi, c'est-à-dire il y a ces mises à jour, vous n'êtes pas obligé de les faire, c'est le framework en soi qui s'en charge. Maintenant, il y a une partie, vu que le code est assez structuré quand même, les mises à jour vont être assez simplifiées. D'accord? L'autre avantage, c'est que ça permet de bénéficier des meilleures pratiques de développement logiciel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, derrière les frameworks, assez souvent, il y a ce qu'on appelle des communautés de développeurs. D'accord? Ce sont des développeurs, des groupes de développeurs qui le font. Et naturellement, ils se basent sur les meilleures pratiques de développement. D'accord? Et donc, le fait d'utiliser ces frameworks aussi, de structurer votre code en fonction de ce que vous dit que ce framework, ça vous permet aussi de bénéficier de ces meilleures pratiques. D'accord? Et naturellement, ça permet de tirer parti de l'expérience d'autres développeurs. Et assez souvent, vous allez voir que derrière l'utilisation de ces frameworks-là, il y a des communautés de développeurs qui partagent des articles dessus, il y a des conférences qui tournent. Et donc, vraiment, donc c'est pas que ça qu'on a comme avantage, mais bon, si on se mettait là à en parler, d'accord, on va pas s'en sortir. Donc, l'idée, c'est juste de comprendre que voilà, des avantages quand même, il y en a une pléthore au niveau de l'utilisation d'un framework. D'accord? Maintenant, bon, naturellement, comme toute technologie, il peut y arriver que l'utilisation d'un framework comporte des inconvénients. D'accord? Donc, par exemple, ce qui peut être un blocage au tout début, c'est le temps d'apprentissage. En fonction des frameworks, naturellement, ça peut être plus ou moins long. D'accord? Mais c'est bon quand même de souligner qu'il va falloir, même si vous maîtrisez un langage de programmation, s'il y a un framework, il va falloir aller l'apprendre. Naturellement, vous avez déjà eu à apprendre PHP, et donc là, vous êtes en train d'apprendre un autre framework. D'accord? Donc, ça peut être vu comme un inconvénient. D'accord?
L'autre chose à souligner, c'est que l'accès à toutes les fonctionnalités du langage n'est pas toujours garanti. C'est quand vous utilisez un framework, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est que le framework vous oblige à l'utiliser d'une certaine manière. D'accord? Et parfois, en fonction vous ne pouvez utiliser que les fonctionnalités offertes par le framework et pas forcément par le langage. Et parfois, il y a des fonctionnalités qui peuvent être restreintes ou bien que, voilà. En fonction des frameworks, sachez que l'accès aux fonctionnalités du langage peut être plus ou moins garanti. D'accord? L'autre chose à noter, c'est que vous n'avez aucun contrôle sur les évolutions du framework. Comme ce n'est pas vous qui l'avez conçu, ce n'est pas vous qui l'avez mis en place, eh bien, c'est ce qu'ils le mettent sur place. Ils peuvent assurer les mises à jour ou pas. D'accord? Ils peuvent décider, par exemple, de dire que les mises à jour, voilà, je décide de les mettre à jour ou pas, ou bien je les mets à jour de manière très régulière. L'autre chose, c'est que d'une version à une autre, eh bien, vous pouvez voir des fonctionnalités qui disparaissent. D'accord? Ou d'autres qui sont hachées ou des trucs comme ça. Sachez que du moment que c'est un outil que vous utilisez et qui est haché dans votre code, donc vous n'avez pas de contrôle sur son cycle de vie au fait. D'accord? Là, c'est vraiment d'autres développeurs qui s'en chargent et puis voilà. Et ça, c'est quelque chose quand même qui arrive assez souvent dans les frameworks. Vous pouvez utiliser une version dans votre application et puis il y a une nouvelle version qui sort. Or, cette nouvelle version ne supporte plus certaines fonctionnalités ou bien il y a une réorganisation du code. Et vous allez le voir dans le framework qu'on va utiliser dans le cadre de ce cours. Il y a ces versions, par exemple, l'emplacement de tel fichier de configuration n'est plus dans tel dossier ou des trucs comme ça. Et ça, ce sont des choses qui peuvent facilement casser une application. Et donc, voilà, c'est parfois des inconvénients qui vont de pair avec les frameworks. Mais voilà, donc, en fonction des frameworks aussi, ça peut être plus ou moins grave. D'accord? Et comme on le disait aussi, vous avez moins de contrôle sur le code applicatif. Parce que ce qui va s'exécuter, il y a une partie qui est gérée par le framework et même si on dit assez souvent que même si c'est un framework open source, c'est-à-dire même si le code source est disponible, ce n'est pas tous les développeurs qui vont aller lire le code source, sachant que parfois ce sont des milliers et des milliers de codes, de lignes de code. Donc c'est pas parce que c'est libre que le code source est disponible sur le net que tout le monde va le lire. D'accord? Et même si vous le lisez, vous avez moins de contrôle sur ce qui va se passer. D'accord? Maintenant, parlons un peu des principaux frameworks PHP. Donc, un framework, on a on a déjà expliqué ce que c'était. Donc, quand on parle de framework PHP, ce n'est rien d'autre qu'un framework qui se base sur le langage PHP. D'accord? Maintenant, des frameworks PHP, il en existe une pléthore, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. D'accord? Maintenant, il y a un certain nombre qui se sont départis du lot quand même. D'accord? Il y a Laravel, par exemple, qui est un framework très célèbre. D'accord? Il y a Symfony, CodeIgniter, Zen Framework. Zen, c'est un peu on va dire leur ancêtre, donc il date un peu lui. D'accord? Il y a Yi et puis il y a CakePHP. Donc là, ce sont on va dire, les plus célèbres. Donc il y en a vraiment il y a beaucoup de frameworks PHP qui existent. D'accord? Et pour choisir parmi ces frameworks, l'idée c'est toujours de garder à l'esprit que le plus important, ce n'est pas de chercher le meilleur des frameworks. Parce que d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que ce meilleur-là n'existe pas. Parce qu'en fonction des projets, eh bien, tel ou tel framework va le mieux s'adapter. Donc, l'idée, ce n'est pas de chercher le meilleur des frameworks, mais celui qui s'adapte le mieux aux besoins de l'application à mettre en place. D'accord? Quand vous devez mettre sur place une application, l'idée, c'est juste de trouver le framework qui s'adapte le plus à ce projet-là. Et ne pas essayer de chercher le meilleur, parce qu'après tout, le meilleur, c'est quelque chose de très relatif. D'accord? Et donc, comme on le disait tout à l'heure, un framework donné peut être très adapté pour un projet X et l'être moins pour un projet Y. D'accord? Et donc, l'idée, c'est vraiment quand vous voulez choisir un framework, de voir celui qui s'adapte le mieux pour son projet. Et pour savoir celui qui s'adapte le mieux, on peut se baser sur des critères de comparaison pour choisir. D'accord? Et ces critères, bon, on peut en parler, hein. Donc, cette liste, encore une fois, n'est pas exhaustive. Mais par exemple, vous pouvez baser sur les fonctionnalités offertes par le framework. Vous allez voir que si par exemple votre projet a besoin d'une fonctionnalité de gestion des transactions, d'accord, ou de ces choses, et que vous vous rendez compte que votre framework ne le supporte pas, eh bien, autant ne pas l'utiliser.
D'accord? Si vous vous rendez compte que vous avez besoin d'une application qui est très exigeante en termes de performance, d'accord? Et que le framework est un peu lourd, par exemple que voilà, c'est pas très performant, et bien vous vous rendez compte que ce framework-là n'est pas le meilleur pour votre projet, d'accord? Donc votre framework doit être en adéquation avec votre projet, c'est-à-dire qu'il doit couvrir les besoins du projet. Un autre aspect très important, c'est la communauté de développeurs qui le supporte. D'accord? Si vous utilisez un framework qui n'est utilisé par personne, le jour où vous allez avoir des problèmes, eh bien, vous allez être seul dans votre coin sans pour autant pouvoir le résoudre. D'accord? Donc, derrière des frameworks, assez souvent, il y a ce qu'on appelle des communautés de développeurs. Donc, plus un framework est supporté par des développeurs, plus il est utilisé et mieux c'est. C'est-à-dire, quand vous rencontrez un problème, facilement vous pouvez chercher sur les forums ou bien communiquer, demander ou bien poser la question aux développeurs de la communauté et naturellement il y a beaucoup plus de probabilité que quelqu'un vous réponde si vous êtes dans une communauté où il y a beaucoup de développeurs. D'accord? Donc la communauté des développeurs qui supporte ce framework-là, c'est très important. D'accord? Il y a aussi le temps nécessaire à son apprentissage. D'accord? Si vous êtes sur le point de mettre sur en place un projet, et que vous avez besoin d'un certain nombre de choisir par exemple un framework et vous avez trois, vous vous rendez compte que par exemple le premier est le plus facile à prendre en main. D'accord, si satisfait les critères ou bien s'il couvre les besoins du projet naturellement, vous allez le choisir. Donc il y a ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. D'accord? Le temps nécessaire à l'apprentissage d'un framework peut aussi être déterminant pour le choix pour son choix en tout cas dans un projet. D'accord? Il y a aussi l'accessibilité de la documentation. Et ça, c'est très important. Assez souvent, vous allez vous rendre compte que dans les frameworks, vous allez utiliser des fonctionnalités. D'accord? Mais vous n'allez pas tout parqueriser. En un instant donné, l'idée, c'est juste d'aller, quand vous avez besoin d'une fonctionnalité, d'aller l'apprendre vite fait et puis de continuer votre projet. Quand on apprend un framework, assez souvent, on ne va pas venir apprendre toutes les fonctionnalités du framework. Ça n'a aucun sens. C'est comme quand vous avez voulu apprendre du PHP, on ne vous a pas appris toutes les fonctionnalités de PHP, mais on vous a appris les bases et on a fait de sorte que vous ayez le niveau nécessaire à ce que si vous avez besoin de quelque chose de nouveau, vous allez vous documenter et puis facilement prendre en main cette fonctionnalité que vous voulez intégrer. Donc c'est ça l'idée. L'accessibilité de la documentation est très importante dans la mesure où vous n'allez jamais pouvoir, à moins que vous ne décidez de vous spécialiser dans un framework bien déterminé, mais assez souvent, vous allez seulement vous retenir les fonctionnalités de base et à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose de nouveau, vous allez sur la documentation, vous regardez et puis vous continuez votre travail. D'accord? Parce que le truc, c'est que même si vous maîtrisez toutes les fonctionnalités, rien ne vous dit que vous allez les utiliser dans tous les projets. D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? De maîtriser les fonctionnalités de base. Maintenant, les fonctionnalités avancées là, dès que vous en avez besoin, vous allez sur la documentation, vous regardez comment ça se fait et puis vous continuez, vous l'utilisez dans votre projet. D'accord? L'autre critère quand même, c'est l'évolutivité. D'accord? Si vous voyez un framework et que vous vous rendez compte que les versions n'évoluent pas, par exemple qu'il a été développé en 2000 et que peut-être et que depuis il n'y a pas eu de mise à jour ou bien peut-être qu'il n'y a que peu de mise à jour, comparé à un autre framework qui est maintenu régulièrement. Parce que quand on dit de la maintenance, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à la fois corriger les bugs, mais aussi améliorer le produit. Donc ça veut dire un produit qui n'est pas maintenu, eh bien il va mourir. D'accord? Donc si vous voyez qu'il y a un framework qui n'est pas très évolutif, c'est-à-dire qui n'évolue pas, eh bien autant ça, on n'a pas le choisir. Donc là aussi c'est un critère que vous pouvez utiliser pour choisir ou non, d'accord, un framework. D'accord? Maintenant, le fait qu'il soit open source ou pas, d'accord, donc le fait d'avoir un accès à son code source, eh bien ça peut être utile, d'accord. Parfois, c'est pour des raisons de sécurité. En fonction de votre projet, donc si vous êtes dans un domaine assez sensible, peut-être que ce n'est pas forcément une bonne idée que d'aller utiliser un framework sans pour autant avoir accès à son code source. Peut-être que le gars qui l'a fait, bon, peut-être si c'est un produit d'une entreprise de renom, ou bien qui est assez, même si c'est pas sûr à 100%, c'est moins risqué que d'utiliser un framework propriétaire dont on n'a aucune idée de ce que ça fait, sachant que derrière, le gars peut y ajouter ce qu'on appelle des backdoors, donc
des choses. En tout cas, pour la sécurité, parfois, en fonction des projets, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc, en fonction du fait que le code source soit accessible ou pas, eh bien, ça peut être un critère de comparaison. D'accord? Maintenant, dans le cadre de ce cours, il est important de préciser que nous allons nous focaliser sur le framework Laravel. C'est-à-dire c'est celui-là qui va être utilisé dans ce cours. D'accord? Laravel, c'est un framework PHP, donc on en avait parlé tout à l'heure, mais il fait partie des plus utilisés. Et donc, si vous regardez bien dans cette image, donc ça fait partie c'est une image de Google Trends, hein, donc les tendances Google là. Et donc, si vous regardez, donc ici on a cinq des principaux frameworks de PHP. Donc, il y a Laravel, Symfony, Coordinator, PHP et Zen. Et donc, vous voyez qu'en termes de tendance, donc ici, Laravel les dépasse largement. D'accord? Donc, suivi de Symfony. Symfony, quand même, il a été très célèbre aussi. D'accord? Et donc, en termes d'intérêt, donc l'évolution de l'intérêt suscité par Laravel dans le temps. Donc, vous voyez qu'ici, bon, avant, il y avait quand même il y avait Zen qui était là. Donc, je vous ai dit, c'est un peu l'ancien de ces gars-là. Il était très utilisé. Mais vous voyez que là, il perd en popularité. D'accord? Comparé à. Donc, là aussi, Symfony, il était, comment dirais-je, ascendant avant de se stabiliser un peu. Mais Laravel, quand même, il est là. Ça, on le verra après, parce que Laravel aussi, il se base sur des technologies existantes comme Symfony. Donc, il s'est basé sur ce qui se fait de mieux, ce qui se fait de mieux actuellement, et voilà, pour l'améliorer. C'est ça l'avantage du monde libre, donc de l'open source. C'est que quand quelque chose est fait et qu'on partage le code source, les gens peuvent se baser sur ça, l'améliorer et puis proposer un produit encore meilleur. D'accord? Mais dans le monde quand même de ces frameworks PHP, il y a Laravel et puis Symfony qui sont très utilisés. Maintenant, Coordinator, Kate Zen, il est assez utilisé quand même dans le monde de la finance. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ils peuvent être plus ou moins adaptés à tel ou tel projet. L'idée, c'est juste de connaître ces choses. Maintenant, ce choix, même si derrière on se base sur un certain nombre de critères, d'autres pourraient se baser sur d'autres critères pour choisir d'autres frameworks. Mais l'idée, c'est de dire qu'en un instant donné, dans ce cours, il fallait bien choisir un framework. Et donc, Laravel a été choisi pour ces raisons-là. D'accord? Maintenant, pour ce qui est de ces concepts de base qu'on vient d'adapter, vous allez voir que dans ce cours, quand même, je me suis arrangé pour qu'à chaque fin de séquence, qu'il y ait des liens pour les étudiants qui veulent aller plus loin, d'accord, qui veulent se documenter. Et comme je vous le dis assez souvent, c'est qu'il y a que de cette possibilité ou bien de cette manière que vous allez aborder comment dirais-je, maîtriser à fond ces choses. L'idée, c'est vraiment d'être curieux, de se documenter au maximum, d'exploiter les documentations qu'on vous offre. Et moi, ce cours, je veux un peu pragmatique, c'est-à-dire que c'est un cours qui se veut beaucoup plus pratique que théorique. Vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure qu'on avance. C'est que les cours ne sont pas forcément, comment dirais-je, volumineux, mais je mise beaucoup plus sur la pratique. Parce que je pense que on fait de l'effort de l'informatique, pas autre chose, au fait, pas de la littérature ou autre chose. De ce fait, les concepts de base vont être définis, l'essentiel va être donné dans le cours, mais on va beaucoup plus développer quand il s'agira de pratiquer. Donc voilà, je pense que c'était tout pour ce qui est de cette première séquence. Donc je vous remercie de votre attention.